sur le document 7. L'accès des jeunes à l'emploi, un parcours difficile est marqué par les inégalités. Donc vous avez la question 25. Distinguer le degré d'exposition au chômage des jeunes selon le diplôme. Donc vous avez dans votre document 7, là un petit paragraphe, je vous laisse lire le document du Monde d'il y a 4-5 ans. Voilà, vous regardez aussi le graphique. Distinguer le degré d'exposition au chômage des jeunes selon le diplôme. Bon là on voit clairement que les non-diplômés sont 49% à être au chômage contre 20% dans l'ensemble et seulement 6% pour les doctorants. Hein, le doctorat, c'est le grade supérieur de l'enseignement supérieur. Donc on a une très forte différence entre les diplômés et les non-diplômés. Et plus on est diplômé globalement, plus on est protégé du chômage. Ensuite, les caractéristiques d'emploi des jeunes non diplômés. Donc les jeunes non diplômés vont plutôt avoir des emplois atypiques, on appelle, c'est-à-dire des CDD, des contrats d'intérim, des contrats courts, en fait, au temps partiel. Contrat aidé aussi. Contrat aidé, c'est l'État qui met en place comme surveillant. Surveillant, c'est un contrat aidé, surveillant dans les lycées. Donc, ce sont des contrats précaires aussi. Donc, les non-diplômés vont avant tout prendre les contrats précaires et les contrats stables vont être pris par les plus diplômés. Le document 8. Comment expliquer la lente décrue des inégalités entre femmes et hommes? Et bien d'abord, l'offre de travail des femmes présente des caractéristiques un peu différentes de celles des hommes, puisque les femmes ont tendance à sous-valoriser leur niveau de formation en s'orientant vers des secteurs où les rémunérations sont les plus faibles. Bon, on peut dire aussi que finalement, les travaux féminins, les postes féminins, sont moins bien rémunérés, aussi parce qu'ils sont féminins. C'est-à-dire que ce n'est pas que la cause des femmes qui sous-évalue, c'est la cause aussi de l'État dans sa globalité, qui va plutôt valoriser les valeurs masculines et les métiers liés à ces valeurs masculines. Donc, par exemple, c'est le cas de métier de secrétaire. Métier de secrétaire au début du XXe, c'est un métier très masculin, à forte rémunération, un peu comme professeur, professeur des écoles, maître, on disait à l'époque, très masculin, une position dans le village très forte. Et puis, au fur et à mesure de la féminisation du métier, on voit les conditions de travail et la rémunération décroître, et le prestige décroître, comme aujourd'hui aussi de la même façon pour les secrétaires. Donc les femmes vont prendre plutôt des emplois à temps partiel aussi, moins payés, moins valorisés, plus stigmatisés et à temps partiel. Comparer le niveau de revenu du travail selon le sexe et le diplôme. Eh bien, le niveau de diplôme est influencé par l'appartenance à un sexe autant que par le niveau de diplôme. Donc, ce qui montre une inégalité profonde, c'est-à-dire une discrimination extrêmement forte. C'est-à-dire qu'une femme qui était très diplômée, quasiment avait gagné autant qu'un homme non diplômé, si on veut aller jusqu'au bout du raisonnement. Donc les écarts entre hommes et femmes sont compris entre 35 et 45%, quel que soit le niveau de diplôme. Cette donnée englobe aussi bien les temps complets que les temps partiels. Cette inégalité est très importante et elle s'explique par le temps partiel qui est beaucoup plus pris par les femmes. Donc voilà, sinon à poste égal, c'est plutôt 10% de différence entre femmes et hommes. Mais si on regarde et on constate les inégalités hommes-femmes, il faut prendre en compte tout. Parce que les métiers à temps partiel sont des métiers féminins. Ils sont féminins et donc on les met plus souvent à temps partiel. Par exemple, c'est le cas des personnes qui vont soigner, être soignantes chez les personnes âgés par exemple, ou chez les handicapés, eh bien le temps de trajet n'est pas compté dans leur temps de travail. Donc si le temps de trajet était compté dans le temps de travail, ce serait un temps plein. Mais comme on leur dit, bah non, on vous paye simplement, donc il faut parfois aller à la campagne, faire 1 heure d'un côté, 1 heure de l'autre, et ils travaillent plus que 35 heures en fait. Ils sont en dehors chez eux plus de 35 heures, mais le temps effectif, comme ils disent, de traitement de la personne est moins important que 35 heures.
Expliquer les écarts de revenus entre les hommes et les femmes, voilà, c'est ça, c'est l'importance du travail à temps partiel dans l'emploi, qui est beaucoup plus féminin que masculin. Pourquoi? Parce que les femmes s'occupent davantage. Il y a encore beaucoup d'inégalités, c'est-à-dire quand on regarde l'état des inégalités entre hommes et femmes sur le travail domestique, il y a 1 heure de différence par jour. C'est-à-dire que chaque soir, chaque matin, quand on fait le cumul, eh bien les femmes font 1 heure de travail en plus que les hommes. Et cette inégalité augmente avec l'importance de la famille. Plus vous avez d'enfants, plus la femme fait de choses et l'écart se creuse avec l'homme. Là où c'est le plus égalitaire finalement, c'est quand les deux sont célibataires. Une femme, un homme. Là, on a un travail domestique quasi similaire. Sur le document 9, l'emploi à temps partiel imposé. Vous avez la question 28, quelles sont les personnes les plus exposées au temps partiel? Vous avez les femmes qui, évidemment, on vient de le dire, donc dans les métiers comme l'hôtellerie, la restauration, où on va travailler de 11h à 14h, mais on va avoir un creux jusqu'à 19h, par exemple. La grande distribution, les services aux particuliers, aides-soignantes, services aux particuliers, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et aux entreprises, et nettoyage et aide à la personne. Voilà. Nettoyage dans le métro, dans les trains, etc. Ce sont beaucoup de femmes aussi. Présenter les principales caractéristiques des emplois à temps partiel. Donc le contrat de travail à temps partiel est conclu avec un salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale ou conventionnelle pratiquée dans l'entreprise. C'est-à-dire inférieure à 35 heures, puisque c'est la durée légale. Donc, il y a 2 formes de travail à temps partiel, celle qui est choisie et le subi. Donc, travail à temps partiel est occupé par 80% des femmes. Voilà, ça c'est la question 29, que vous avez dû y répondre grâce aux documents. Vous avez vu dans les documents. Identifier les raisons qui expliquent l'augmentation du temps partiel en France. D'abord, il y a l'État, le rôle de l'État, c'est-à-dire que l'État a exonéré et ainsi encourager les entreprises à embaucher en temps partiel. C'est-à-dire que l'État a exonéré, c'est-à-dire que les patrons payent aussi des cotisations sociales pour la retraite, pour le chômage et pour la maladie. Et ces cotisations sociales sont souvent supprimées, entre guillemets, exonérées, supprimées, pour inciter à l'emploi. C'est-à-dire qu'effectivement, une entreprise, si elle paye moins de cotisations, elle va avoir moins de charges pour embaucher quelqu'un. Sauf qu'en fait, quand vous faites ça, vous faites une prime à la précarité finalement. Donc l'État encourage le temps partiel plutôt que le temps plein. Alors qu'il pourrait très bien, par exemple, obliger les entreprises du secteur d'aide à la personne à prendre en compte le temps de trajet, avec une loi, très simplement. Donc, deuxième cause, les difficultés de concilier les conditions de travail à temps plein et les contraintes familiales, puisque les stéréotypes sont encore forts dans les familles, et donc on a encore les femmes qui s'occupent plus des enfants, par exemple, que les garçons. Et donc, c'est plus difficile pour elles, évidemment, avec ces contraintes-là, de travailler à temps plein. Ou les horaires atypiques des métiers féminins, donc on a parlé de l'hôtellerie, la grande distribution, donc ces horaires très atypiques, si vous finissez à 21h à Carrefour, c'est incompatible avec le fait d'avoir des enfants en bas âge. Voilà, et donc les structures d'accueil aussi manquent, ça peut être aussi une raison supplémentaire pour que les femmes refusent les temps pleins et acceptent qu'un temps partiel, pour pouvoir s'occuper des enfants. Voilà, ça c'était la question 30. Sur le document 10, les métiers en tension. Voilà, vous coupez, vous lisez le texte, n'oubliez pas. Le but, c'est que ce soit vous qui puissiez travailler. Donc, vous faites la question 31, 32, 33. Et voilà, vous écrivez, vous tentez. Et puis après, je donne la réponse. Donc, sur les métiers en tension, proposer une définition de cette notion. Alors, lorsque des employeurs ont des difficultés à recruter des personnes pour occuper des postes qu'ils proposent. Donc, difficulté à recruter des personnes pour occuper des postes qu'ils proposent. On parle de tension à ce moment-là. C'est-à-dire pénurie en fait, de main-d'œuvre. Donc les offres sur le marché du travail sont supérieures aux demandes exprimées par
les personnes cherchant un emploi dans le secteur considéré. Donc il y a plus en fait de demandeurs de travail que d'offreurs de travail. Quels sont les métiers en tension évoqués dans ce document? Donc le document vous parle des métiers de bouche, boucher, boulanger, dessinateur en bâtiment, technicien, télévendeur, technicien de l'environnement, métier de l'industrie. C'est aussi toutes les filières professionnelles qui sont largement désertées. Donc ça, c'est dans les raisons. Question 33, les raisons. Le milieu professionnel est assez mal vu, en fait, dans le système scolaire. Donc les élèves ne vont pas suffisamment aller s'orienter vers ces métiers-là. Donc l'inadéquation aussi entre les caractéristiques des postes offerts et le niveau de qualification des demandeurs d'emploi. Donc il y a un déficit de formation. Moi je vous ai parlé de l'école avec la formation initiale. Manque d'expérience, de compétences et de motivation viennent souvent en complément de cette raison. C'est-à-dire que les salaires peuvent être bas, donc ça sous-entend que la motivation va être moins grande. Voilà, où on demande de l'expérience, là où les gens n'en ont pas, etc. Troisième raison, c'est l'image défavorable des métiers, de l'entreprise et du secteur, parce qu'elle est construite autour de préjugés, de dureté du métier, ou les conditions de travail mauvaises. C'est-à-dire que aussi la fierté d'être ouvrier a disparu. C'est-à-dire qu'auparavant, on faisait office d'ouvrier, on devenait ouvrier, il y avait une fierté de la classe ouvrière. Aujourd'hui, ça a disparu, en créant une image défavorable, une stigmatisation de ces métiers-là, par un système scolaire qui oriente tout vers le général. Bon, je caricature un peu, mais on fait les filières professionnelles et on fait ouvrier par défaut, en fait. Donc ça crée une image mauvaise, en fait, de non-réussite sociale. Donc si on est ouvrier, on a plutôt honte de cette condition-là, ce qui est dommage, évidemment. Je ne dis pas qu'il faut avoir raison d'avoir honte, bien au contraire, mais les préjugés, je fais état des préjugés de la société. Donc les sociologues travaillent là-dessus et puis montrent ça. Vous avez des travaux du sociologue Beau, par exemple, sur la condition ouvrière qui sont intéressantes. On peut citer également une autre raison, c'est l'éloignement géographique entre la localisation des postes proposés et la main-d'œuvre disponible. C'est-à-dire que si vous avez dans le nord de la France, sur la région parisienne, des postes de travail, si vous habitez Marseille, le sud de la France, vous n'allez pas vous voir, et c'est rationnel, parce que quand vous avez votre milieu, votre réseau social, votre famille autour de vous, dans le sud, eh bien, vous ne voulez pas aller à Paris. Parce que aller à Paris, ça voudrait dire se couper de son milieu, et se couper de son réseau. Donc même pour trouver un boulot, le plus facile, c'est d'avoir un réseau. Donc rationnellement, on a intérêt à rester là où on connaît du monde. Donc c'est pas illogique. C'est pas que les gens sont des feignants, ils veulent pas se déplacer, pas du tout. C'est qu'il y a une rationalité à ça. Et puis dernière raison, c'est la pénurie de candidats pour pallier au départ à la retraite. Manque de main-d'œuvre parce que les jeunes font, par exemple sur l'agriculture, il y a peu de jeunes qui sont intéressés par le métier d'agriculteur. Et beaucoup d'agriculteurs partent à la retraite en ce moment et vont partir à la retraite. On a à peu près 20-30%, ce qui correspond à 50% des terres agricoles qui vont changer de main dans les années à venir. Donc on a un gros défi agricole à régler, et pas évident, parce que c'est un métier qui est décrié. Voilà, on est arrivé au bout de ce TD sur la sociologie de l'entreprise. Et bien on se retrouve les semaines suivantes.